les prisons françaises, je vous assure, on s'habitue à tout. Maintenant, il y a des gens qui rentrent sous fausse identité. Ça semble étonner personne. Moi, je vous assure, j'apprends ça ce matin, mais les bras, vraiment, je vous assure, mais je suis naïf encore. Les bras, en fait, m'en sont tombés. Donc, il y a quelqu'un qui arrive au parloir, qui se fait passer pour la sœur de Monsieur Amra. C'est une jeune femme qui s'appelle Nawel. Tu apprends que d'autres gens viennent au parloir sous fausse identité. Mais enfin, c'est... Alors, on va voir le sujet de Marine Sabourin. J'ai l'impression que ça n'étonne toujours que moi, ce genre de choses, et que ça étonne pas les étonnes aussi. C'est peut-être pas de la légèreté. C'est quoi? Peut-être que c'est une espèce d'irresponsabilité institutionnalisée à tous les étages de nos institutions, si vous voulez. C'est personne, en fait... Oui, c'est plus que de la légèreté. Moi, j'ai dit c'est de l'incompétence, voilà. C'est de l'amateurisme. En fait, tu peux pas. C'est pas dans le système, en fait. C'est pas déjà. C'est pas notre système administratif. Pardonnez-moi de le dire comme ça. J'étais à Roland-Garros ce week-end. Tu peux pas rentrer sous fausse identité à Roland-Garros. Tu peux pas. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Je peux vous dire, vous ne rentrez pas sous une fausse identité à Roland-Garros. Eh ben, dans les prisons françaises, oui. Donc, voyons le sujet de Marine Sabourin. Elle dit aujourd'hui avoir été manipulée par Mohamed Amra. Nawel, 31 ans, a pourtant prêté main forte à de nombreuses reprises à la mouche, selon les informations du Parisien. 4 ans plus tôt, en 2020, elle rencontre dans la rue celui qui deviendra son amant. C'est un coup de foudre, dit-elle. Un certain Yanis, dont elle découvrira plus tard le vrai prénom, qui ne donne que très peu d'informations sur sa vie. Rapidement, elle loue des voitures à son nom qu'elle met à disposition de l'homme. L'une d'entre elles reviendra avec des impacts de balles dans la carrosserie. En juin 2022, alors que la mouche est soupçonnée d'avoir commandité l'enlèvement et le meurtre d'un rival, le salon de massage où travaille Nawel devient un lieu de transit pour le corps de la victime. Une demande télécommandée depuis la cellule d'Amra, déjà incarcérée. Une relation entretenue via les réseaux sociaux, mais aussi au parloir. Depuis fin 2022, Nawel utilisait le permis de visite de la sœur du détenu pour lui rendre visite. J'avais terriblement honte de le voir. J'ai honte de ce que j'ai fait, affirme la jeune femme après avoir été démasquée. Les enquêteurs découvriront qu'elle n'était pas la seule à prendre l'identité de la sœur du fugitif. Toujours selon nos confrères du Parisien, Amra avait un surnom attribué par sa petite amie Nawel, le vendeur de rêves. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que sans doute, il n'y a pas de corruption du personnel pénitentiaire. Il y a peut-être tout simplement de la peur. C'est-à-dire que ces gens sont menacés, ces familles sont menacées, et que c'est sans doute ça qu'il faut tout changer, et que parfois, peut-être, je dis bien peut-être, des surveillants pénitentiaires le savent, mais parce qu'ils sont menacés, parce que ceci, parce que cela, ils laissent faire. Voilà, ils laissent faire. Alors, écoutons Monsieur Dupond-Moretti, qui, lui, va demander un rapport. Donc, dans ces cas-là, c'est important. Nous sommes sauvés. Raison pour laquelle j'ai demandé une inspection à l'inspection générale de la justice qui aura pour mission de nous dire s'il y a des failles, notamment dans l'échange d'informations. Qui était informé de quoi? Nous savons, je l'ai lu dans la presse comme vous, que M. Amra disposait dans sa cellule de portable, qu'il a organisé de sa cellule ce qui ressemble à une séquestration, etc., etc. Je ne veux pas entrer... Le simple fait qu'il dispose d'un portable, c'est une première faille, pour qu'on comprenne bien? Écoutez, moi je pense que on peut pas, quand on est en prison, disposer de portable. Vous vous rendez compte la déconnexion des gens qui nous gouvernent? Vous avez un ministre qui arrive, sérieusement, qui dit « Je vais demander à l'inspection générale pour savoir s'il y a une faille. » Ouais. C'est dans la presse partout, il y a des gens qui rentrent, mais je vais demander. Mais donc là, tu te dis, mais ils sont ailleurs, quoi. C'est la loi, en fait. S'il veut pas de portable en prison, faut changer la loi. Faut pouvoir fouiller les familles qui rentrent en prison. Dans la forme. Les détenus qui sortent du parloir. Dans la forme. Mais j'entends bien, mais dans la forme d'expliquer, je vais demander une enquête à l'inspection pour savoir s'il y a une faille. Il y en a partout dans la presse. Enfin, c'est incroyable. C'est pas un discours. Je l'ai appris par la presse. C'est un observateur, c'est un commentateur qui vient autour de la table. Il sera avec nous. Il sera très bien. Encore une fois, du dysfonctionnement, c'est la loi qui empêche la systématique. Écoutez, Georges Fenech. Moi, je trouverais extrêmement grave que le garde des Sceaux apprenne ce type d'information par la presse. C'est pas un moyen de protection que de dire ça. J'ai appris par la presse. Ça veut dire que je ne tiens plus rien. Ça veut dire que mes services sont défaillants. Ça veut dire que cette information selon laquelle M. Amra était en réalité un grand caïd,
qu'il fallait une escorte pour son déplacement, n'a pas été transmise, comme elle a redit l'être, au service pénitentiaire. Et la conséquence, c'est, vous l'avez rappelé, 2 agents d'un pénitentiaire qui sont morts. C'est pas une petite affaire. Pour moins que ça, un ministre de la Justice belge a démissionné. Là, le garde des Sceaux vient nous dire avec une grande tranquillité, j'ai appris par la presse que ceci et cela. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a une vraie faille déjà dans l'organisation même de son ministère. C'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, je suis très surpris de ce système de défense. Ouais. Et il a parfaitement raison, Georges. C'est quand même très étrange. Comment ? Il a parfaitement raison, Georges. Le fait de dire j'ai appris dans la presse, j'ai lu dans la presse, c'est un... Alors, soit il se moque de nous, parce qu'il le savait, on peut pas l'exclure. C'est pas possible. Non, mais visiblement, c'est une manière, c'est ce que disait Louis de Ragnel, s'il y a enquête demain parlementaire, c'est une manière de dire, je ne le savais pas. Parapluie. Donc, voilà, parapluie. En fait, on pense à soi, quoi. Enfin, en tout cas, il est indispensable qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire là-dessus. Oui, mais c'est ce qu'il dira. Visiblement, ça fait 2 fois qu'il le dit. Il y a une commission d'enquête parlementaire, il doit rendre des comptes, le directeur de l'administration pénitentiaire doit rendre des comptes, et le politique doit en tirer des conséquences. Oui. Effectivement, vous avez raison, Pascal, ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup. Je vous rappelle, à l'été précédent, à la rentrée de l'été, le Colantes qui est organisé à Fresnes, piscine, course de karting. Gauthier Lebret. Scandale absolu. Et on était remonté jusqu'au ministère de la Justice pour savoir qui avait validé ça. Et ce n'était surtout pas Éric Dupond-Moretti, c'était pas son cabinet, c'était pas remonté jusque-là, il n'était pas au courant. Alors, il a parlé également des brouilleurs, et là aussi, ça me paraît très étrange, sa sortie sur les brouilleurs, parce qu'il t'explique qu'il n'y a pas de brouilleurs, parce que tu brouilles les voisins. Donc maintenant, il est agent SFR ou Orange. Donc c'est très... Non, mais je vous assure, moi, je suis très inquiet pour monsieur Dupond-Moretti. Écoutons-le, c'est l'explication technique de monsieur Éric Dupond-Moretti. Les brouilleurs, par exemple, ce qui permet à des détenus qui disposent d'un portable de ne pas l'utiliser, nous en avions... Savez-vous combien nous en avions en 2017 ? 0. Et aujourd'hui, nous en avons une vingtaine et nous allons doubler ce chiffre d'ici 2025. Mais, parce que les choses sont toujours complexes. Sur 180 prisons à peu près. Mais les choses sont toujours complexes. Il y a des brouilleurs qui ne peuvent pas capter toutes les conversations. Les arrêter, pardonnez-moi. Et puis, dans certains établissements pénitentiaires cœur de ville, comme la Santé, par exemple, les Baumettes, eh bien, ça indispose les riverains. C'est-à-dire que plus vous rendez le brouilleur efficace, et plus les riverains ont du mal pour téléphoner. Et s'il y a des brouilleurs qui arrêtent pas les conversations, il faut peut-être prendre les bons brouilleurs. Oui, mais si vous avez propose cette idée. sur le dos, ça doit pas non plus, je vous assure. Non, mais c'est l'écume, enfin franchement. C'est ça l'explication. Écoutez, franchement, c'est ça l'explication. Je vous assure. Non, mais l'histoire des téléphones, c'est intéressant. Ce que non, mais je vous assure, à ce niveau d'intervention, ça fait pitié. Je peux pas vous dire autre chose. Ça fait vraiment pitié. Ce que disait Gauthier, j'ai du mal à y croire. Vous avez un ministre qui arrive qui dit oui, les brouilleurs sont pas terribles, il y a des brouilleurs. Mais surtout, on peut pas fouiller les gens. Non, de manière systématique, c'est la loi de Rachida Dati de 2009. Oui, alors justement, on va en parler. J'envisage, ça va être très intéressant la fouille, parce qu'il n'a toujours pas compris qu'en fait, il faut une fouille systématique. Il dit j'envisage, peut-être. Joachim Le Floch. Non, mais cette séquence est quand même symptomatique d'une gorafisation de l'actualité judiciaire et pénitentiaire en France. Alors là, le goraphie, tout le monde ne connaît pas ce que c'est le pastiche du Figaro. C'est ça. Et pensez aux gens qui nous écoutent. Éric Dupond-Moretti est le symbole d'une justice qui de plus en plus se range du côté de l'injustice, quitte à provoquer la perte de la foi des Français en la justice française. Enfin, on a 69% des Français maintenant, selon des sondages, qui pensent que les juges sont politisés. Le bilan d'Éric Dupond-Moretti depuis quelques années, il est quand même, pardonnez-moi, mais catastrophique. Vous avez 42% des condamnés à la prison ferme qui n'y mettent jamais les pieds en France. Elisabeth Lévy a parlé de responsabilité tout à l'heure. En effet, sous la Ve République, l'esprit de la Constitution, c'était que lorsqu'on était désavoué violemment par le peuple ou par le réel, on démissionnait. C'est ce que De Gaulle avait fait en 69 sur la Bon, je salue Pascal-Pierre Garbarini qui nous écoute, qui est un avocat que je cite souvent et qui dit en pratique, pour aller depuis 30 ans en prison voir des clients, trop de pression interne et externe des détenus et de leurs complices, c'est pas assez de personnel. S'il n'y a pas assez de personnel, il faut en embaucher, sans doute. Troisième. Difficile. Oui, tout est difficile. J'ai bien compris qu'en France, tout est difficile. Ça suppose de revaloriser leur salaire, notamment, d'améliorer leurs conditions de travail. Vous allez les protéger. Je vous assure. Non mais Philippe, je vous connais. Sur tous les sujets, vous me dites qu'on peut rien faire. Sur tous. Je vous ai pas dit que vous pouvez. Vous commencez en disant c'est difficile. Mais tout est difficile. Mais si vous me permettez, tout est difficile avant d'être simple.
Tout est compliqué avant d'être ça. C'est Alors, simple. comment vous les Voilà. protégez Mais dehors c'est simple, il faut- Simplement, non, sérieusement. C'est Dehors, simple. comment vous protégez des milliers d'agents? Mais peut-être que faut-il imaginer que tous ces gens aient des cagoules, c'est ce qu'ils demandaient, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est en interne ou en Travail externe, mais avec au moins des cagoules. en externe, bien évidemment. D'accord. Mais il y a sûrement des moyens. Oui, il y a sans sûrement doute, des on moyens pose la question, de le faire. naïvement. Mais faut effectivement que l'autorité revienne. Et c'est l'un des principaux problèmes. Voilà. Hein. C'est ce que disaient les magistrats auditionnés devant la commission Bien sûr. d'enquête du Sénat. Hein. Faut les protéger, c'est-à-dire que si quand La quelqu'un corruption des a un activités portable, si la sanction est terrible, portable, 2 ou 3 mois de mitard, ça va changer. Là où il y a un problème, Peut-être. Hein. En fait, il n'y a que la sanction qui changera. c'est que il y a quand même beaucoup de mythes sur le fonctionnement de la prison. En effet, sur la question des téléphones portables, il n'y a pas à apprendre ou ne pas apprendre dans la presse que Mohamed Amra avait un téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, la plupart des détenus, enfin en tout cas énormément de détenus, ont un téléphone portable. De facto, Bien sûr. La prison n'est pas une institution hermétique, que ce soit la drogue, que ce soit des choses, etc. Les choses passent. Donc si vous voulez, je pense même pas que ce soit ni même de la lâcheté, ni de l'amateurisme. C'est aussi que il y a peut-être des objectifs qu'on peut se fixer, des définitions d'une institution. Mais parce que tu ne veux pas, t'as pas de volonté politique, enfin vous le savez bien, la chose qui manque le plus à tous ceux qui gouvernent, c'est du courage. Du courage, du courage. Si vous voulez demain qu'il n'y ait aucun portable dans une prison de France, c'est sans doute très facile. Moi, je sais pas, il m'était arrivé d'aller visiter plusieurs fois des prisons, et une fois, j'avais parlé avec les gardiens, les surveillants de la question des téléphones portables. Ils me disaient ça n'aurait pas de sens d'empêcher le portable, ce ne serait pas possible. Alors on légalise, c'est comme le cannabis. C'était pas une question de l'acheter. Ils me disaient pas que j'étais menacé. Ils me disaient pas. Parce qu'il faudrait surveiller tout le monde à tout instant, que finalement, il y a des gens... C'est un peu le principe de la prison, vous me direz. Surveiller tout le monde à tout instant. Non mais, allez Nathan, c'est pas parce que c'est difficile. Faut augmenter. C'est pas simple. C'est Van Gogh qui l'est. C'est parce que c'est pas simple que c'est difficile. Pas sûr que ce soit la bonne, que je l'ai mis dans le bon sens. Bon, troisième. Mais là encore, le manque d'autorité. Vous allez écouter Monsieur Dupond-Moretti. Il dit j'envisage les fouilles. Ça doit être les fouilles systématiques. C'est point. Systématique. Tous les gens qui entrent en prison doivent être fouillés. Ce qui est quand même la moindre des choses. Eh bien, lui, après ce qui s'est passé, il dit, on le voit bien, mais c'est normal. Moi, je lui en veux pas, Monsieur Dupond-Moretti. Pendant 40 ans, il a été dans un camp. Pourquoi voulez-vous qu'il soit dans l'autre? C'est pas possible. Son ADN, il n'est pas fait pour ça. Donc, écoutons ce qu'il a dit sur les fouilles. Les fouilles aujourd'hui, sachez-le, elles ne sont pas autorisées quand elles sont systématiques. Donc, j'envisage une modification possible à venir. Pour des fouilles automatiques ? Pour des fouilles qui soient plus systématiques. Quand un détenu récupère d'un drone un téléphone portable, il faut pouvoir le fouiller pour trouver le téléphone portable. La législation aujourd'hui ne le permet pas, donc là on est sur... Aujourd'hui on peut pas fouiller un prisonnier de manière systématique. Et ce depuis 2009. On a le droit de fouiller un prisonnier. Et vous vous rendez compte ce qu'on apprend? On n'a pas le droit de fouiller un prisonnier. Mais donc ce pays marche sur la tête, tout le monde le sait. Donc voilà, depuis 2009, et c'était visiblement c'était un gouvernement de droite. Quand vous en êtes là, bon, bah, c'est fini. Après, ne vous étonnez pas, c'est la phrase de Bossuet qu'on sait 50 000 fois. Dieu se rit des conséquences. Et pour en rajouter, je me demande si Vous voulez pas, on n'a pas le droit de. Non mais, je vous jure, ça fait rire d'ailleurs. Ouais. On n'a pas le droit de fouiller un détenu. Mais bon. En supposant que le gouvernement change, je ne suis pas sûr que vous n'auriez pas sur le dos des conseils constitutionnels, du conseil. Oui, mais c'est pour ça que. Mais c'est pour ça voilà, c'est pour ça que je voyais l'Europe derrière. Elisabeth, moi je le redis plus parce que je peux plus le dire. Quand je dis que c'est foutu, on m'a dit qu'il fallait pas le dire. Donc je dis plus. Pas le dire. Donc je dis tout est bien. Tout est mieux. Moi, qui on l'a pas dit, il y a quand même un beau sens de l'euphémisme. J'envisage une modification possible. Est-ce qu'on a... Alors, en revanche, M. Dupond-Moretti a donné des nouvelles de cet agent de la pénitentiaire. Je vous propose de l'écouter. Ils ont été blessés, d'ailleurs? Oui, bien sûr. J'en ai tout à fait régulièrement. L'un d'entre eux est toujours hospitalisé? L'un d'entre eux est en passe de perdre son bras. Il ne sera vraisemblablement pas amputé, mais il ne va pas recouvrer l'usage de son bras. Oui, je suis en contact évidemment avec eux, parce que il y a évidemment l'immense chagrin des familles, de toute la communauté pénitentiaire, qui est aussi une famille. Et puis il y a la façon pour moi d'essayer, dans la mesure du possible, et je sais que c'est dérisoire, de faire en sorte que sur le plan administratif, il n'y ait pas de complexification inutile, voyez-vous. Bah là, il a raison. C'est au moins, s'il peut aider... dans tous les domaines, cet homme, mais c'est pas ça qu'il faut, c'est changer quand même beaucoup de choses. Beaucoup d'approches sur ces dossiers-là, et c'est des changements à 180 degrés
190 ou 180 180. 190, vous allez vraiment 190 degrés, on revient au départ. Bon. Donc c'est des changements à 180 degrés, voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, sauf si vous avez autre chose à peut-être rajouter. Il est 9h18, Emmanuel Macron va parler jeudi. Incroyable. L'information, ça serait plutôt Emmanuel Macron ne va pas parler, parce qu'il parle tellement que ça serait l'information. Vous êtes terrible. Mais il a raison. Vraiment, vous êtes. Il a raison, Gauthier. C'est ironique, monsieur. Voilà. Non, mais c'est vrai, il va parler. Alors, il a le droit. Alors, j'ai vu que. C'est la question. Oui, il a le droit de parler à 2 jours d'un scrutin. Eh bien, c'est ce que disent les Républicains. Les Républicains dénoncent un hold-up. Éric Ciotti a saisi l'Arcom. C'est la 2e fois que les Républicains saisissent l'Arcom. Ils l'avaient fait après le discours de la Sorbonne sur l'Europe. Et ils avaient eu gain de cause à la Sorbonne, puisque les 2 heures de discours d'Emmanuel Macron ont été décantées du temps de parole de Renaissance et de Valérie Hayé pour la campagne des Européennes. Parce que là, l'Élysée dit, oui, Emmanuel Macron, ça sera sur les plages du débarquement. Oui. Ça sera pour les commémorations. Et ça c'est sera... le 6 juin ? Oui, c'est le 6 juin. C'est jeudi 6 juin. Bon, et ça sera de la politique étrangère. Mais qui peut croire qu'Emmanuel Macron ne va pas se servir de l'histoire pour faire des clins d'œil au scrutin qui nous attend? Vous voyez le clin d'œil venir? Des clins d'œil ou des clins d'yeux? Qui nous délivrent, les alliés qui nous délivrent des nazis, vous voyez pas le lien qu'il pourrait faire avec le Rassemblement National? Non, il n'en fera pas. Allons. Stéphane. Non, mais évidemment qu'on va avoir le droit au truc habituel. Elisabeth Lévy. Moi ou le chaos, moi ou le populisme, moi ou l'extrême droite, regardez nos ancêtres et tout. On va avoir le droit à tout ça. Moi, la question que je me pose, c'est que... Vous pourriez écrire les discours des présidents de la République. Monsieur Guémas... vous pourriez aussi. Je pense que beaucoup de Français pourraient le faire parce qu'on y a quand même eu le droit un certain nombre de fois. Mais, on l'a dit à l'Élysée, on allait se servir de tout cela. Tu vois, mais pardon, Gauthier, on vous a dit quoi à l'Élysée, on a dit que tout ce qui pourrait être utile pour alimenter le discours à quelques jours des Européennes, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va utilisé. Sérieusement, on parle sérieusement. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va changer son vote parce qu'Emmanuel Macron... Mais si, dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. C'est pas la question. C'est Elisabeth Lévy. Je pense que c'est ça qui me frappe. Il y a 2 choses. La première, c'est que d'un point de vue quand même constitutionnel, je vois pas comment on peut rattraper des temps de parole en 24 heures si jamais il prend beaucoup d'avance. Ça, c'est quand même... Oui, mais il n'est pas en temps de parole, le président. Oui, mais ça, c'est pas bien. Et la deuxième... Parce vous voulez mettre le président de la République en temps de parole? Comme l'a dit Gauthier, vous voyez bien qu'il va nous la jouer comme ça. Mais la deuxième chose, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron croit vraiment, si vous voulez, qu'en allant nous faire ce baratin sur l'extrême droite, cet antifascisme auquel plus personne ne croit, il va gagner une voix. Moi, je crois qu'il va en perdre. C'est possible que vous ayez raison. Il le croit vraiment. Philippe Guibert. Oui, moi je suis assez d'accord avec, bien sûr. De même que le débat Attal-Bardella a permis une petite poussée pour Bardella, je pense que l'intervention du président de la République... Il y a encore son narcissisme qui... Parce que la parole du président de la République n'a plus d'efficacité. C'est ça qu'il n'a pas l'air de comprendre. Il était à Oradour-sur-Glane à l'entre-deux-tours en 2017. Oui, mais les choses ont encore changé. D'abord, c'est pas une élection sur le personnel. C'est pas lui qui se présente. Ah non, mais c'est complètement un scrutin. Enfin, c'est ce que vous voulez. Non, mais lui garde. Contre Macron. C'est un référendum. Mais lui garderait. Le paradoxe, c'est que lui garderait quand même, sans doute, non pas un peu de crédit, mais. La semaine dernière, je l'ai dit, je pense que s'il y avait une élection présidentielle, je n'exclus pas le fait qu'il soit encore réélu, voyez-vous. C'est un des grands paradoxes, mais je ne l'exclus pas. Il y a une période de réserve, y compris pour les ministres, maintenant. Comment ? Et sans doute qu'il se dit, et a raison à mon avis, qu'il est le seul à pouvoir faire le travail dans Ah oui, mais ça c'est en tout. Et c'est son grand problème. Ouais, c'est que, en effet... Il n'y a que lui et les autres... Oui, les gens qui portent... C'est le seul qui a une parole originale dans son mouvement politique, au sens littéral du terme. C'est-à-dire les autres sont tous des photocopies les uns des autres. Et en effet, et c'est pas la première fois que... alors je suis pas dans sa tête, mais j'imagine très bien l'agacement qu'il doit ressentir face à la campagne qui a été faite du côté de Renaissance. Et ce sentiment de... il va falloir encore que je vienne sauver mon camp. Là où ça pose un problème, c'est que tout ça, c'est quand même de sa responsabilité. Philippe Guibert l'a écrit récemment. Ce qui appartient à un chef politique, c'est aussi de nommer ses héritiers, c'est aussi de penser à une postérité, et c'est pas de vouloir capter toute la lumière sur lui-même. Et pour les élections présidentielles, ça va se poser beaucoup plus, parce que ça va être très difficile, en 6 mois avant l'élection, de se rendre compte qu'il a fait émerger aucune figure vraiment importante en l'espace de 10 ans. Et il risque même de l'éparpiller.
Je salue Florian Bachelier qui est d'humeur taquine ce matin et qui fut longtemps questeur avant d'être battu à Rennes et qui m'a envoyé 2 petits textos. Un pour vous, faut redéployer les agents du SIG en prison, du service d'information du gouvernement. Bon, voilà. Et l'autre, comme il me l'envoie, il sait que moi je dis, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Le temps de parole de Valérie Hayé doit être comptabilisé pour Jordan Bardella. Oh, c'est sévère. C'est pas moi, hein. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin de... Voilà, c'est pas moi, hein. Franchement, c'est pas moi qui parle. Un député qui torpille la candidature de... Voilà, moi je veux pas, après... des problèmes. Moi d'ailleurs, j'ai dit que Madame Hayé, au moins, elle y est allée, alors que d'autres se sont planqués. Manifestement. Bon, il est 9h23, je salue le toujours excellent Thomas Hill pour Culture Média. Alors j'imagine que vous allez parler de cette affaire absolument incroyable à 3h06. Phénoménal. Djokovic qui jouait en pleine nuit à Roland-Garros. Est-ce que vous étiez devant votre écran encore? Est-ce que vous avez tenu? 3h06, j'étais au fond de mon lit en train de dormir. C'est plus raisonnable, Pascal, effectivement. C'est fou. Bon, mais on va en parler, bien sûr. Merci Thomas Hill.